Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendez, une vidéo que vous m'avez demandé. Est-ce que je suis pour ou contre l'indépendance de nos territoires? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité sur cette question, chacun a son avis. Bien sûr, je vais argumenter cet avis avec des arguments politiques, juridiques, philosophiques, historiques. Pour cette vidéo, je vous prie de prendre le temps, avant de commenter, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, d'écouter la vidéo dans son entièreté. Ayez cette bonne foi intellectuelle et cette rigueur intellectuelle. Cette vidéo n'est pas une vidéo de propagande. Dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de vous convaincre de partager mon point de vue. Dans cette vidéo, je parle de la Martinique, puisque je suis martiniquaise, mais je vais parler aussi de la Guadeloupe. Bien sûr, je ne vais pas émettre d'avis sur l'indépendance de la Guadeloupe puisque je ne suis pas légitime, je ne suis pas guadeloupéenne. Cependant, vous allez voir dans le cheminement de ma pensée pourquoi je parle aussi de la Guadeloupe. Je parlerai et j'évoquerai aussi la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie ou Mayotte par moment, mais je ne fonde pas mon argumentaire en prenant pour exemple ces territoires qui ont des spécificités propres que je ne maîtrise pas assez. Alors, préparez-vous, la vidéo risque d'être longue. Mais elle est longue pour une certaine rigueur et une certaine qualité des arguments. Prenez le temps de vous asseoir, de vous détendre et d'écouter attentivement ce que j'ai à vous dire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc je vais déjà vous exposer un petit peu les différents points, les différentes questions que nous allons aborder dans cette vidéo. Nous allons aborder la question de notre légitimité à revendiquer ces territoires. Ensuite, nous allons décoloniser l'idée que nous avons besoin de la France. Deuxièmement, nous verrons l'intérêt qu'a l'État français pour ces territoires d'outre-mer. Nous verrons ensuite la question de la temporalité, l'indépendance. Est-ce que c'est un rendez-vous manqué? Est-ce que c'est trop tard? Nous verrons aussi la peur de l'indépendance. Pourquoi on a cette peur? Est-ce qu'elle est légitime? Et nous verrons aussi l'indépendance dans son passage de l'idéologie à l'action. Comment obtenir une indépendance? Et l'indépendance de la peur à l'excitation. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'être indépendant? Et on parlera aussi de, en cas d'indépendance, notre relation avec la France. Est-ce qu'il y a un conflit qui serait inévitable ou pas? Et nous verrons enfin si je suis une militante indépendantiste. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, nous allons questionner notre légitimité à revendiquer ces territoires, que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe. Parce qu'il faut avouer que notre place sur ces territoires peut être discutée. Parce qu'à qui appartient l'île? Je vous rappelle, pour vous rappeler un petit peu le background historique, qu'à la base, il y avait des natifs sur ces îles. Les peuples qu'on appelait les Kalinagos, les Caraïbes. Les Français sont venus coloniser cette île. Mais les Français sont arrivés sur ces îles avant les Africains. Donc ils sont venus coloniser l'île. Ils ont opéré un véritable génocide de ces populations. Et ils sont ensuite allés en Afrique chercher des Africains, chercher une main-d'œuvre pour produire notamment de grandes sucreries et de grandes plantations sucrières. Ces Africains sont arrivés donc sur le sol par le biais de la déportation, par le biais de la traite négrière. Plus tard, il y aura aussi une arrivée d'Indiens, de Chinois, de Syriens, etc. Finalement, sur le territoire de la Martinique et de la Guadeloupe, on a une population extrêmement métissée, avec une majorité quand même qui est descendante d'esclaves, c'est-à-dire une majorité qui a dans ses origines des origines africaines. Et la question est, qui sommes-nous pour pouvoir revendiquer ces territoires comme nous appartenant? Là, je vous renvoie à ma vidéo sur l'arrivée des Blancs en Martinique. Donc, en fait, à l'origine, la Martinique et la Guadeloupe étaient pour la France des colonies. On distingue traditionnellement deux types de colonies, les colonies d'exploitation et les colonies de peuplement. Colonies d'exploitation, ce sont des colonies dans lesquelles l'occupation du colon est motivée par une volonté de tirer des avantages économiques. Ça peut être de l'approvisionnement en matières premières, de la fourniture de produits finis comme le sucre par exemple, en tout cas faire prospérer la métropole économiquement, ou alors d'en tirer des avantages stratégiques, par exemple devenir une puissance militaire. L'installation sur place des colons français, européens, n'est pas nécessaire à l'exercice des fonctions administratives ou économiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire venir des colons pour administrer, mais on n'a pas besoin que ces colons soient plus nombreux ou à égalité avec les peuples autochtones, les peuples natifs, ou même les peuples qu'on va déporter. En général, l'ONU reconnaît deux conditions pour pouvoir dire que cette colonie est une colonie d'exploitation. Souvent, c'est un territoire qui est géographiquement séparé
et ethniquement ou culturellement distinct du pays qu'il administre. Dans notre cas, la Martinique et la Guadeloupe ont bien été des colonies d'exploitation. On exploitait ces territoires pour des fins économiques et des fins militaires stratégiques dans un contexte de puissance européenne qui commençait à avoir un commerce maritime et international. Maintenant, le territoire doit aussi être distinct ethniquement et culturellement du pays qu'il administre. Alors là, ça peut poser question, puisque nous sommes un peuple métissé. Est-ce qu'on est si différent du peuple français? Est-ce qu'on a une culture propre? Moi, je suis d'avis de dire qu'on a construit notre propre culture, la culture martiniquaise dans un cas, la culture guadeloupéenne dans un autre, mais ça, c'est mon avis. Et enfin, le deuxième critère que prévoit l'ONU, c'est que ce territoire se trouve arbitrairement placé dans une position ou un état de subordination. Est-ce qu'on est dans un état de subordination par rapport à la France? Ah, et bien ça on va le voir. La deuxième type de colonie qui existe, c'est la colonie de peuplement. Et là, il y a une exploitation de cette colonie qui va être faite. Mais cette exploitation va être réalisée par une population qui va quitter la métropole pour venir peupler cette nouvelle île ou nouveau territoire. Et qui s'y installe sans esprit de retour. Et en général, après quelques décennies ou siècles, la population métropolitaine est devenue équilibrée par rapport à la population autochtone originelle. Et ça, c'est exactement le cas de la Nouvelle-Calédonie, ou Kanaki, si vous êtes indépendantiste. La Nouvelle-Calédonie, le nom colonial, le nom français, c'est Nouvelle-Calédonie, mais les indépendantistes appellent ce territoire la Kanaki. Donc moi, je ne me prononce pas sur l'indépendance de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, parce que je ne suis pas concernée. Donc on va utiliser les deux noms. Des fois, j'oublierai de dire Nouvelle-Calédonie, des fois, j'oublierai de dire Kanaki, mais voilà. Aujourd'hui, en Martinique et en Guadeloupe, les populations natives, qui à la base, du coup, sont un peu propriétaires de ces territoires, n'existent plus. N'existent plus parce qu'elles ont été victimes d'un génocide. Alors, il y a eu peut-être des survivants, mais c'est une portion minime qui après s'est métissée. Aujourd'hui, en Martinique et en Guadeloupe, vous n'allez pas trouver un Kalinagos pur 100% qui va venir revendiquer ses idées. Là où c'est différent en Guyane. Et c'est pour ça que je ne parle pas de la Guyane dans cette vidéo. Donc, la question c'est, est-ce que nous, quand je dis nous, en général, c'est plutôt les Noirs, les descendants d'esclaves en Martinique et en Guadeloupe, est-ce que nous sommes légitimes à revendiquer cette terre qui, à l'origine, ne nous appartient pas? Eh bien, je suis d'avis que l'île appartient à ceux qui souhaitent y habiter, à ceux qui en respectent son environnement, son intégrité, sa beauté, ses défauts. Elle appartient à ceux qui sont attachés à sa culture, à son histoire, et veulent participer à son rayonnement, sa protection, son intégrité et sa revalorisation. Alors pour moi, ceux qui ont chlordéconé, ceux qui ont pollué pour des siècles et des siècles la population comme le sol, eux ne font pas partie de mon équation. Alors certains nous diraient, oui, mais la vraie décolonisation, ce serait, eh bien, pour les descendants d'esclaves, de retourner en Afrique. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, si vous voulez aller vivre en Afrique, c'est très bien, hein, allez-y. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que notre place n'est pas forcément en Afrique. Notre place peut être aussi en Martinique et en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que je pense que notre peuple existe. Nous avons créé une culture. Nos ancêtres ont créé une culture, une identité. La culture martiniquaise, ce n'est pas la même que la culture congolaise ou la culture sénégalaise ou la culture africaine, même si la culture africaine n'existe pas en tant que telle, puisque l'Afrique est un continent. Et pareil pour la guadeloupéenne. Nous avons aujourd'hui des traditions, des chants, une langue, une histoire qui existent à part entière. Nous sommes d'accord que d'ailleurs la majorité des Martiniquais ou des Guadeloupéens ne se revendiquent pas comme africains. Elle peut se revendiquer comme de source africaine ou en lien avec l'Afrique, mais elle a conscience de son identité martiniquaise ou guadeloupéenne. Donc je pense que là, il faut plutôt dire, nous avons notre place à la fois en Afrique, si les Africains ont envie de nous accueillir, voilà. Et en effet, je pense que ce serait très intéressant, mais aussi en Martinique et en Guadeloupe. En plus, nous avons l'argument du nombre, nous sommes plus nombreux sur ces territoires. Enfin, pour l'instant. Attention. Vous avez vu, je vous ai dit que pour moi, la Martinique, la Guadeloupe, ça appartient à ceux qui souhaitent y habiter, à ceux qui souhaitent chérir cette culture, etc. Et bien là, vous voyez bien, je ne vous ai pas dit ça appartient aux Noirs ou ça appartient aux Blancs. Parce que tout simplement, je distingue le Français qui vient habiter en Martinique ou en Guadeloupe, mais qui ne s'intègre pas, qui vient en colonisateur, qui vient à vivre entre eux, qui ne s'intègre pas, qui ne cherche pas à chérir cette culture et à y faire partie, et le Blanc qui vient à un moment donné dans sa vie en Martinique ou en Guadeloupe, ou même qui y est né, mais qui se sent martiniquais ou guadeloupéen, et qui vit sa vie en martiniquais ou guadeloupéen, qui s'intègre, qui participe à la vie locale, qui participe à la revalorisation, qui respecte les autres. Voilà, je fais une différence fondamentale, et donc pour moi, bien sûr qu'il y a des blancs, qu'il existe des blancs
qui sont martiniquais ou guadeloupéens et qui sont légitimes dans ce combat à revendiquer l'indépendance avec les indépendantistes descendants d'esclaves. Donc là-dessus, c'est mon avis. Moi, je pense que nous sommes légitimes, du coup, historiquement, philosophiquement, à revendiquer ces territoires martiniquais et guadeloupéens. Maintenant, on va se questionner sur la légitimité juridique. Qu'est-ce que dit le droit ? Alors là, vous allez me dire, mais à quoi sert cette partie, Maya? Eh bien, cette partie est importante. Pourquoi? Alors vous allez me dire, oui, mais il s'agit de droit colonial, alors qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que dit le droit français ou le droit international, parce que c'est fait par des pays occidentaux? Vous avez totalement raison. Sauf qu'il faut être réaliste, nous vivons dans un monde contrôlé par les occidentaux, et il est important de maîtriser les règles qu'ils ont posées. Donc qu'est-ce que dit le droit international? Donc on a un contexte dans les années 60-70 de décolonisation, et on va reconnaître certains droits à ces peuples-là. Tout d'abord, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup chez les militants indépendantistes. Il est prévu à l'article 1er de la Charte de l'ONU de 1945, mais aussi à l'article 1er alinéa 1 et 3 des pactes pour les droits civils et politiques de 1966. Cet article dispose « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes ». En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Les États partis au présent pacte, la France y est partie, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les États s'engagent à faire en sorte d'aider ces populations qui revendiquent leurs droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le problème, c'est que vous voyez, déjà, le droit international ne donne pas une définition très claire de ce qu'est un peuple. Est-ce que nous, on est un peuple? La pratique du droit international, l'ONU a dégagé 3 éléments qui permettent de dire si telle population constitue un peuple qui pourrait du coup revendiquer ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le premier élément, c'est l'existence d'une entité sociale possédant une identité évidente, ayant des caractéristiques propres. Premier critère. Deuxième critère, c'est la volonté de s'administrer librement. Et le troisième critère, c'est d'être en relation avec un territoire. Et pour la plupart des théoriciens et des juristes de droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comprend 2 composantes. Une première composante, c'est un droit à l'autodétermination interne. C'est-à-dire, on a le droit, ces peuples ont le droit de demander à choisir le statut qu'ils auront à l'intérieur d'un pays. Par exemple, nous, on peut choisir si on veut être une collectivité d'outre-mer ou un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer. Enfin voilà, je reste dans le pays, mais je choisis mon statut. Mais il y a aussi le droit à l'autodétermination externe, et là, c'est clairement le droit à l'indépendance. Là, on a par exemple le docteur en sciences politiques de l'Université de Genève qui, dans son livre « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », donc Kalogéros-Poulos-Stratis, donc il dit c'est reconnaître à une population la possibilité de se séparer d'un État pour s'ériger en État indépendant, ce qui entraîne comme conséquence inévitable la sécession. C'est-à-dire que vous avez un État, je prends l'exemple de l'État français, et puis admettons que nous, on nous considère enfin comme vraiment un peuple, du coup on a ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et on revendique ce droit à l'autodétermination, on peut choisir dans ce cas-là de se séparer de cet État. Il y aura un détachement, c'est-à-dire que l'État français va céder en deux. C'est ce qu'on appelle la sécession d'un État. C'est ce qui s'est opéré pour beaucoup de territoires devenus indépendants. Mais il n'y a pas de consécration vraiment de ce droit de faire sécession. Pourquoi? Eh bien, n'oublions pas que l'ONU, c'est quand même une assemblée d'États. C'est-à-dire que la forme étatique est hyper importante. Donc ils vont toujours défendre l'intérêt des États parce qu'ils ont reconnaître à un peuple qu'il a le droit de se séparer de son État colonisateur, ça veut dire que toi aussi tu vas devoir le faire sur ton propre territoire. Donc comme l'ONU est une assemblée d'États, ils sont très attachés au principe d'intégrité du territoire, de l'État, d'unité du territoire. C'est-à-dire qu'ils ont très peur du démembrement de l'État. C'est pour ça, par exemple, on va poser beaucoup de limites à ce droit à l'autodétermination. On va limiter ce droit à certains types de cas. C'est pas tout le monde qui peut revendiquer ce droit à l'indépendance. C'est pourquoi, par exemple, il y a eu des revendications indépendantistes au Québec. Mais on leur a dit non, vous n'êtes pas concernés par ce droit à l'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Non, ne croyez pas. Parce qu'il faut concilier ce droit à l'autodétermination
et le droit à l'unité de l'État, qui est aussi un droit prévu à l'article 2, paragraphe 7 de la même charte de l'ONU. Donc il faut concilier les deux, ce qui est difficile. Comment concilier que l'État reste intègre et unique, et en même temps permettre au peuple de quitter cet État et devenir indépendant? C'est contradictoire. Par exemple, on avait l'ancien secrétaire de l'ONU, Monsieur Tante, je ne sais pas comment on prononce ça, déclarait « L'ONU ne peut accepter et n'acceptera jamais une sécession dans l'un de ses États membres ». Donc vous voyez, donc finalement, on va réserver ces droits-là au seul territoire qu'on va appeler un territoire colonial, c'est-à-dire des peuples qui sont soumis à une domination coloniale. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais nous, est-ce qu'on est un territoire colonial? Et en plus, est-ce que, en vrai, si on demande notre indépendance, est-ce qu'il y aura vraiment un démembrement de l'État français? Rappelons que nous sommes à 8000 km, que déjà, il n'y a pas de continuité territoriale géographique. Aujourd'hui, on fait partie de la République, il y a une unité avec la République française, avec l'Hexagone, mais c'est une unité par pure fiction juridique. Géographiquement, on est loin, culturellement, il y a des grandes différences, donc c'est juridiquement. Mais si on se base sur les faits, sur la géographie, sur l'anthropologie, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une unité réelle avec la France hexagonale? On est en train de proclamer ses droits à l'indépendance, on dit que ces droits, c'est que pour les territoires qui sont soumis à une domination coloniale. Que va faire l'État français concernant les Outre-mer? Il va changer toutes ces dispositions pour faire en sorte de nous intégrer. C'est-à-dire que c'est une fiction juridique pour qu'on n'ait plus accès à ces droits-là. En témoigne par exemple, la Constitution avant parlait de peuple d'Outre-mer. Et en 2003, on a changé la Constitution et maintenant on parle de population d'outre-mer. Pourquoi ce changement? Alors personne ne calculait ce changement. Vous dites mais ça change rien, c'est la même chose. Eh bien non, parce que peuple, c'est différent de population. Je vous ai dit, on parle de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La notion de peuple est importante. Donc dès lors où on ne nous reconnaît pas la qualité de peuple, on ne nous reconnaît pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Là, nous ne sommes qu'une population d'outre-mer intégrée au territoire de la République. Vous comprenez? Finalement, la Constitution française, c'est l'art de nous faire croire que nous ne sommes plus des colonies. La loi de 19 mars 1946 prévoit la départementalisation. Nous devenons des départements. L'article 1er dispose « Les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française sont érigées en départements français. » Donc il y a un passage de colonie à départementalisation. Le 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel censure une loi qui mentionnait un pacte qui unit l'outre-mer à la République. Pourquoi? Parce que cette idée de pacte qui unit l'outre-mer à la République, c'est un petit peu trop colonial, donc il faut plutôt aller sur l'unité, vous voyez? Donc sur le papier, on n'est plus des colonies. Maintenant, est-ce que nous, on se sent vraiment français? Est-ce que nous, on se sent administré correctement dans le respect, l'égalité, etc., la liberté? Ou est-ce qu'au contraire, on sent qu'on est toujours administré comme des colonies? C'est une autre question. Mais en réalité, Roland Béguelin disait déjà en 1979, aucun gouvernement ne consent volontiers à rogner ses prérogatives et encore moins à perdre un territoire. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas être choqué que la France ait agi ainsi. Elle protège son intégrité et son unité territoriale, elle protège ses outre-mer qu'elle a envie de garder, elle met une stratégie en place, et en plus, nous sommes quand même consultés, on est appelé à voter, on est appelé à donner notre avis, c'est pas non plus fait de façon, voilà, mais je vous expliquerai ça après. Il y a une résolution de l'ONU, qui a été adoptée en 1960, c'est la résolution 1541, qui dit que on peut dire qu'un territoire non autonome a atteint sa pleine souveraineté quand il est soit devenu un État indépendant et souverain, soit qu'il s'est librement associé à un État indépendant, ou soit qu'il s'est intégré à un État indépendant. Et dans notre cas, nous avons été intégrés à un État indépendant qui est la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe est intégrée à l'État français. Et nous l'avons choisi, même si nous allons plus tard questionner ce choix. Donc, du coup, je vous explique que ces droits d'indépendance, etc., ne sont pas reconnus à tout le monde. Il y a par exemple eu des peuples qui ont demandé leur indépendance, mais l'ONU a refusé de leur reconnaître ce droit à la sécession, ce droit à l'indépendance. Par exemple, le Katanga, où l'ONU avait autorisé le recours à la force pour réduire les activités sécessionnistes. Le Biafra, où l'ONU a refusé de se saisir en faisant valoir le principe de respect de l'unité et l'intégrité territoriale du Nigeria. Il y a encore les Kurdes qui sont un petit peu en Turquie, en Irak et en Iran, on leur refuse ce droit-là. Pareil pour les Tibétains qui ont vécu l'annexion du Tibet par la Chine en 1950 et le Bangladesh. Mais pourtant le Bangladesh a quand même réussi à obtenir son indépendance malgré que l'ONU disait non, 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 vous n'êtes pas concernés par ce droit-là. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer aussi qu'il ne faut pas non plus se dire ah l'ONU a dit ça, l'ONU a dit qu'on n'est pas concerné par ça, bon bah on peut rien faire. Concernant les peuples dits indigènes, on a une convention de l'Organisation internationale du travail qui reconnaît
le droit des peuples indigènes à garder leur identité particulière. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique assimilationniste. On ne leur reconnaît pas le droit à l'indépendance, mais on leur dit « vous pouvez rester vivre dans le territoire du colon, mais vous inquiétez pas, on vous donnera des petites spécificités pour que vous gardiez votre identité dans vos petites réserves là, mais non, 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 par contre l'indépendance, non, hein, voilà. » Comme je vous le dis, il ne faut pas croire que parce que l'ONU a dit que, eh bien que c'est la vérité et qu'on doit se plier à ça et que voilà, il y a des gens qui sont même pas forcément concernés par notre problème à nous, mais qui trouvent que c'est pas normal et qui sont contre en fait, ça se discute. Voilà, il y a des débats là-dessus, donc c'est pas intangible, c'est pas immuable. Le docteur en sciences politiques de l'Université de Genève, Kalogeropoulos Stratis, s'oppose à cette réduction du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la libération des peuples coloniaux. Il estime que voilà, limiter ce droit à seulement les peuples coloniaux, c'est dénaturer ce droit dans son sens classique, parce que le but de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est de faire primer la volonté des intéressés. Donc dès lors où on a un groupe de gens, une population qui dit « nous voulons collectivement ceci », on ne peut pas leur dire « ah non, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas un peuple colonial ». Ça n'a pas de sens, c'est dénaturer le but de ce droit. Donc n'oublions pas que l'ONU est d'origine occidentale et de philosophie occidentale. Donc est-ce que nous sommes vraiment liés par ce qu'elle dit? Disons que nous pouvons utiliser ce qu'elle dit, utiliser ce qu'elle proclame, mais toujours avoir cet esprit critique. Je vous invite à avoir cet esprit critique vis-à-vis de l'ONU. Et en plus, bien sûr, au niveau de l'Union européenne, très intéressant, l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'au sein de l'Union européenne, la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique, la Réunion, Mayotte, les Canaries, les Açores et Madère bénéficient du statut de région ultra-périphérique. Maintenant que je vous ai fait ce petit background philosophique et juridique, je vais entrer dans le concret. Là, je vous ai fait cette partie pour que vous compreniez un petit peu le contexte, qu'on voit un petit peu au-dessus de nos revendications propres et locales. Il faut aller au-dessus et regarder au niveau mondial ce qui se passe, au niveau international, au niveau du droit, au niveau de... Voilà, il faut prendre un peu de grandeur pour être sérieux. Maintenant, je vais vous donner vraiment mon avis à moi. Eh bien, sachez que je suis profondément pour l'indépendance. Et je vais vous exposer ici pourquoi, comment, sous quelles conditions, et pourquoi je comprends néanmoins tout à fait ceux qui sont contre. Donc tout d'abord, nous allons décoloniser cette idée que nous avons besoin d'eux. Sachez que le système a été pensé, façonné, pour que nous soyons convaincus qu'on a besoin d'eux et pour que nous ayons besoin d'eux. Tout d'abord, on va parler de ce fameux cliché « l'antillais ne vit que des aides sociales ». Alors les aides sociales, ça va être les aides au chômage, les bourses étudiantes, la sécurité sociale. On a cette idée que, mais si on quitte la France, comment on va vivre? Les Antillais, c'est des chômeurs. Sans nos aides, vous n'êtes rien. Alors déjà, il y a quelque chose, ça c'est un argument fallacieux, c'est un argument malhonnête. Il faut que vous compreniez bien une chose. L'État, en tant que tel, ça n'existe pas. C'est une entité qui n'existe pas sans la population. Donc en réalité, vous devez absolument, pour comprendre ce débat, distinguer l'État français en tant qu'entité et la population française. Les cotisations sociales que vous pouvez toucher vous, peut-être que vous touchez une bourse, peut-être que vous touchez le RSA ou n'importe quelle aide, ce n'est pas un don que vous fait l'État français. Ces aides sociales, elles reposent sur un système de solidarité nationale. C'est la population française tout entière qui cotise tous les mois sur son salaire pour que vous puissiez aller payer vos médicaments pour pas cher, aller pour le médecin pour pas cher, pouvoir avoir un revenu si vous avez perdu votre emploi ou autre. Et cette population française, c'est nous aussi. Moi aussi, je travaille et moi aussi, je cotise. C'est moi aussi qui paye votre revenu. Donc c'est faux de mettre dans l'idée des Antillais qu'en fait, nous ne vivons que des aides et que du coup, sans l'État français, on n'aurait pas ces aides. C'est pas l'État français qu'on est redevable. C'est à la population française dont nous faisons partie. Donc nous sommes nous-mêmes redevables de nous-mêmes. C'est ça que vous devez comprendre. Donc en réalité, nous cotisons aussi, nous payons aussi des impôts. Donc cet argument-là, il est bancal. Et de plus, en cas d'indépendance, rien ne nous empêche d'établir un système de solidarité. De solidarité sociale, où pareil, nous cotiserons tous pour aider celui qui aura un problème. C'est ça la solidarité sociale. La France est un pays qui s'est bâti sur cette culture de la solidarité sociale, une culture qui n'existe pas dans d'autres pays comme les États-Unis où c'est chacun sa merde. Tu veux faire des études, t'es pauvre, tu te démerdes. Tu veux aller faire le médecin, bah, tu vas payer 3 000 €. Voilà, nous pouvons faire la même chose en tant qu'État indépendant. Et d'ailleurs, les Européens n'ont rien inventé. En Afrique, des systèmes de la sorte existent, des systèmes de mutuelles, des systèmes de roulement où on fait circuler de l'argent, où chacun cotise et un jour tout le monde et chacun prendra un jour le tout. Par exemple, le système de la tontine africaine, eh bien c'est un système de solidarité sociale, mais à plus petite échelle, localement, avec parfois des liens familiaux, etc. Donc en fait, il faut arrêter de croire que ce que la France
nous permet d'avoir, nous ne pourrons pas l'avoir sans elle. Deuxièmement, la question alimentaire. Nous ne mangeons que des bananes. Ça, c'est ce que j'entends à chaque fois. Aujourd'hui, c'est une réalité. On est dans un système de consommation de ce qu'il y a à l'extérieur au lieu de consommation de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une nécessité de se tourner vers les cultures locales. Les légumes pays, les poissons, l'élevage agricole, nous devons prospérer, nous devons soutenir nos agriculteurs qui existent, qui se battent pour exister, qui se battent pour survivre. Mais il y a un problème, c'est que comme nous faisons partie de l'Europe et qu'ils ont beaucoup de difficultés, les agriculteurs de chez nous, à rester dans des prix concurrentiels avec les prix européens, que notre sol est riche en produits. Le gros problème que nous avons, c'est que dans un système d'autonomie alimentaire où nous allons manger ce qui pousse sur notre sol, il y a du chlordécone. Et la faute à qui? Vous le savez déjà. Allez voir ma vidéo sur les béquets. Donc ça, c'est pour ça aussi que le premier combat, c'est la dépollution des sols. Ça, c'est un combat fondamental. Et vous avez des associations qui se battent pour ça. J'ai déjà eu l'occasion d'aller à des conférences de l'association Vivre en Guadeloupe, par exemple, qui milite pour ça, qui fait des recherches pour ça. Il faut que vous donniez de la force à ces associations en participant, en allant vous informer, en leur donnant de l'argent du financement, et aussi les scientifiques de chez nous. Les scientifiques de chez nous doivent se mobiliser sur cette question. Si vous êtes martiniquais et guadeloupéen et que vous êtes dans une filière scientifique, je dirais que là, on compte sur vous. C'est d'un devoir là, parce qu'on ne va pas compter, moi je ne compte pas sur les scientifiques français, hein. C'est ceux qui nous ont menti pendant des années, qui ne se sont pas intéressés à nous, qui nous disent oui, buvez de l'eau, il n'y a pas de souci, oui, mangez ça, il n'y a pas de souci. Non, 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 moi j'aurai confiance qu'en vous. Donc je compte sur vous les amis. Aussi, l'autre combat pour l'autonomie alimentaire, c'est aussi la répartition des terres agricoles. On a un système aujourd'hui où les terres sont sous la propriété des descendants des maîtres, voilà, où il y a eu aussi des vols de terre, ça c'est un autre sujet, mais ça existe. Donc en fait, le système fait qu'il va falloir aussi se réapproprier les terres agricoles. Si vous avez une terre et que vous avez envie de la vendre, s'il vous plaît, essayez de faire priorité aux gens de chez nous. C'est important. Cette répartition des terres, re-répartition, doit s'inclure dans le combat pour les réparations. Je ferai une vidéo sur ça, mais vous savez qu'il y a eu l'esclavage, que les descendants d'esclaves ou les esclaves n'ont jamais été indemnisés, et qu'il y a des combats actuels d'associations de militants qui combattent pour les réparations. Et ce n'est pas une lubie utopiste, c'est fondé sur un principe tout simple: tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui qui l'a causé à le réparer. C'est simple, article 1240 du Code civil, ancien article 1382, depuis 1804, c'est un principe simple. Tu fais une faute, ça cause à autrui un dommage, tu répares, c'est tout. Et cet autrui, eh bien, c'est l'État français et les béquets qui ont causé un dommage à nos ancêtres, mais aussi à nous. Nous, aujourd'hui, nous avons des répercussions de cela. Nous sommes des victimes, par ricochet si vous voulez, mais nous sommes des victimes. Et aujourd'hui, le combat pour les réparations est fondé. Au niveau international, il y a aussi des choses qui se passent, parce que nous ne sommes pas les seuls descendants d'esclaves à demander des réparations. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on demande des réparations financières? À qui va donner ces réparations? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de dire qui est descendant d'esclaves ou pas, puisqu'on a parfois du sang de maître et du sang d'esclaves. Donc ça peut être compliqué. Et est-ce que finalement la vie d'un esclave a un prix? Ou est-ce qu'on reste sur plutôt une réparation symbolique? Il y a plein de questions qui se posent. Et bien moi, vous savez, les réparations, c'est très simple. Je pense que les réparations, ça doit être des réparations collectives. Le but, c'est pas de donner à chaque individu, chaque Martiniquais, 1000 € pour lui dire, voilà, on a réparé le crime de l'esclavage. Ça n'a pas de sens. Parce que là, chacun va commencer à dépenser dans des choses inutiles. Moi, je vais m'acheter une voiture, moi, je vais financer ça. Ça sert à rien, ça va faire que dans 5 ans, on est au même stade. Non, les réparations, ça doit être quelque chose de collectif, de social, de politique. Ça doit être renégocier les répartitions des terres. Ça doit être ça. Ça doit être négocier la dépollution des sols. Ce n'est pas à nous de payer pour ça. C'est en fait la reprise du pouvoir. C'est ça qui est important. L'argent, ça va avec. Mais le pouvoir, c'est le plus important. Le pouvoir, la propriété, la territorialité, c'est le plus important. Il est important pour l'autonomie alimentaire, du coup, de revoir sa façon de consommer, de se réapproprier le territoire agricole par des combats. Et par le financier, vous avez de l'argent à investir. Au lieu d'acheter une terre en province française, s'il vous plaît, achetez en Martinique et en Guadeloupe. C'est politique. Enfin, dépolluer les sols, ça, c'est essentiel. Enfin, les gens disent, oui, on va manger que des bananes. Alors oui, c'est vrai que ça doit être chiant de manger que des bananes ou des légumes pays. Je peux comprendre que vous ayez envie de garder les pâtes, le riz, le Nutella. C'est vrai. Mais sachez que l'indépendance ne signifie pas nous allons vivre comme la Corée du Nord. Rien ne nous empêche de continuer à avoir des échanges avec différents territoires. On est quand même dans un système de mondialisation. Vous croyez vraiment que la France, elle produit du riz? Non. Bon, voilà.
C'est ça. En fait, on va continuer à échanger. Et c'est important de développer des échanges avec les territoires qui sont proches de nous, de favoriser les circuits courts, favoriser les échanges avec les autres îles de la Caraïbe, mais aussi avec l'Amérique du Sud. Prenons exemple sur les Kalynagos, qui étaient les premiers peuples qui vivaient en Martinique et en Guadeloupe. Eux, ils échangeaient, ils partaient en pirogue pour aller à la Barbade, à Grenade, en Guyane, au Suriname, en Guyana. Alors bien sûr, ça n'avait pas ces noms-là, hein, mais ils allaient jusque là-bas, ils continuaient leurs échanges en fait. Et quand il y avait une guerre quelque part, ils venaient en renfort. Enfin, c'est cette solidarité qu'on doit avoir, c'est important. Faut arrêter de croire qu'on sera indépendant, on sera une petite île perdue et que personne, on pourra échanger avec personne, on sera... ben non, c'est pas la prison. On peut échanger avec le Brésil, avec le Suriname, avec la Guyane. Enfin voilà, il faut arrêter d'avoir une idée trop manichéenne des choses. Et pourquoi pas même avec la France, hein. Enfin voilà, la troisième grosse idée qu'on a besoin d'eux, c'est que, eh bien, on aurait besoin d'eux parce qu'on est une zone à catastrophe naturelle et que si si une catastrophe naturelle se produit, on ne pourra pas survivre sans les aides de la France, sans la protection de la France. En fait, sachez que chaque territoire a ses risques. Nous, on a des risques voilà, de cyclones, des risques de tremblements de terre, etc. Et en réalité, j'ai envie de vous dire, qui mieux que nos spécialistes peuvent nous y préparer. Et c'est pour ça encore que j'incite vous, enfants, jeunes, à vous former sur différents, suivez vos rêves et allez vers des filières scientifiques, des filières écologistes, des filières, voilà, spécialisez-vous et mettez vos compétences au service de nos problématiques, parce que c'est ça qui est important. C'est à nous d'anticiper. En fait, il faut aussi se prendre en main. C'est pas parce qu'actuellement, on est dépendant de la France qu'on le sera pour toujours. C'est à nous aussi de dire, ben là, on va essayer de nous-mêmes commencer à comprendre comment ça fonctionne, commencer à anticiper les problèmes, et donc devenir spécialiste, maîtriser le problème, y trouver des solutions et préparer un fonds au cas où. On sait qu'il y a un risque de cyclone important, préparons-nous. Qu'est-ce qu'on fait en cas de cyclone? À qui va l'argent? Quelle priorité? Et quelle solidarité avec d'autres territoires qui vivent la même chose? Voilà, la Guadeloupe, la Martinique est confrontée essentiellement au même risque. Si les deux échangent là-dessus et prévoient une solidarité, bon bah si toi tu as un problème, on vient t'aider, les personnes qui seront sinistrées viendront chez nous pour se soigner. Enfin voilà, je veux dire, chaque problème a une solution. Il suffit de se poser un par un. Il n'y a pas... Là, je vous donne des grandes vagues, hein. Mais bien sûr, dans mon esprit, c'est plus détaillé. Essayez de décoloniser cette idée qu'on a besoin d'eux. Parce que, en fait, on a grandi en nous faisant croire cela, mais cela ne veut pas dire que c'est vrai. C'est peut-être vrai aujourd'hui à l'heure actuelle, mais peut-être que pour demain, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Et puis si la France, vous voyez bien, la France aujourd'hui, elle a une crise sanitaire, elle aussi, elle est touchée par un risque. Ce que je veux dire, c'est que le monde, il va vers du risque. Avec la pollution écologique, avec voilà, notre mode de vie, on va que vers du risque. Chaque territoire a ses risques, des risques d'inondation, des risques nucléaires, enfin voilà. On ne peut pas dire, ah parce qu'on a tel risque naturel, on ne peut pas quitter la France. Troisième partie, maintenant nous allons voir l'intérêt de l'État français pour ces territoires d'outre-mer. Parce que des fois, on se dit, oui, l'État français nous fait don de sa présence, nous fait don de sa bonté. Elle n'a aucun intérêt à nous garder, elle fait ça parce qu'elle sait que sans elle, nous ne serons rien. Non, la France a intérêt à nous garder. Il faut arrêter avec cette idée qu'on ne sert à rien, qu'on est un boulet pour eux. Ça, c'est ce que les fachos veulent vous faire croire. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La France est la deuxième zone économique exclusive au monde. Plus vous avez de territoire, plus vous avez de zones économiques exclusives. Donc la France est une puissance maritime, c'est la deuxième puissance maritime au monde. Et ça, c'est grâce à ces outre-mer. Et c'est pas moi qui l'invente, vous avez qu'à chercher, je vous mets des articles en bas. Et elle profite des ressources de ces différents territoires d'outre-mer. Des ressources halieutiques, des ressources naturelles, des ressources minières, notamment en Guyane avec l'or. Des ressources, le nickel par exemple, en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Donc en fait, nous avons des ressources. Donc imaginez maintenant si ces ressources sont exploitées par nous-mêmes et non par la France pour la France. C'est aussi une stratégie militaire de nous garder puisqu'elle a une position dans différents territoires. Elle a une position dans le Pacifique grâce à la Nouvelle-Calédonie, le Kanaki. Elle a une position dans les Caraïbes grâce à nous. Donc c'est important, ça fait partie de son rayonnement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a commencé à coloniser le monde. Position stratégique aussi par rapport au commerce. Parce que dès lors où vous contrôlez une zone, vous avez des droits, dès lors qu'il y a du passage commercial, etc. Donc c'est important. Elle développe aussi des projets de grande envergure scientifique sur nos sols. Je pense au centre spatial en Guyane. Donc ne croyons pas, décolonisons l'idée qu'ils sont là par bonté de cœur. Non, ils sont là parce qu'ils ont intérêt. L'État français est là par intérêt. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, l'État français défend ses intérêts. De plus, arrêtez
arrêtons de nous dévaluer. Nous avons des qualités. Nous apportons du rayonnement à la France. Nous apportons du rayonnement sportif avec nos sportifs qui sont dans différentes disciplines, qui brillent, qui permettent de rapporter des coupes. Alors vous allez me dire, c'est anecdotique. Mais non, ça fait partie aussi du soft power, ça fait partie aussi de la puissance d'un État. Mais aussi dans l'art, dans les études, dans les sciences. Enfin vraiment, ayons confiance en nous. Nous avons du talent chez nous. Nous sommes porteurs de talent, d'innovation, de création. Alors là, bien sûr, comme c'est moi qui le dis, que je suis une femme et qu'on ne me prend jamais au sérieux, ou même quand c'est des militants qui vous le disent, quand ce sont des noirs qui vous le disent, vous ne le croyez pas, je vous mets en barre d'infos des personnes blanches qui vous le disent. Je vous mets une vidéo notamment que j'ai vue d'Emos Kratos, je crois, qui fait une vidéo sur ce sujet, et vous allez voir que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Puisque quand c'est un noir qui vous le dit, vous ne croyez pas, vous avez besoin que ça sorte de la bouche d'un blanc, je vous le mets. Nous allons nous poser une question extrêmement importante. C'est la question de la temporalité. L'indépendance, un rendez-vous manqué? J'entends des fois des gens dire « Moi, je suis pour l'indépendance, mais on aurait dû le faire il y a longtemps. Maintenant, c'est trop tard. On aurait dû la prendre avant. » J'entends aussi des gens qui ne sont pas antillais. C'est-à-dire, j'entends des Africains, j'entends des Français, j'entends des Arabes, souvent sous mes vidéos, qui viennent me dire « Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris votre indépendance. Vous devriez prendre votre indépendance. Non, mais prenez votre indépendance, là. Ils vous maltraitent, prenez votre indépendance. Mais vous n'avez qu'à prendre votre indépendance. » Sachez, vous n'êtes pas compétent pour pouvoir vous exprimer sur cette question. Je vous interdis de nous juger là-dessus. Pourquoi? Parce que la grande différence entre nous et les peuples d'Afrique qui ont obtenu leur indépendance et les peuples arabes qui ont obtenu leur indépendance, c'est que nous, Martinique, Guadeloupe, nous ne nous sommes jamais connus sans la France. C'est-à-dire que notre peuple est né par l'esclavage, la traite négrière. Là où les peuples arabes, les peuples africains avaient un passé, en tant que peuple, un passé. Et ils ont dû retrouver leur liberté. Là où nous n'avons pas ce passé, nous avons toujours vécu ainsi. Notre culture est née avec la France et est toujours avec la France. C'est-à-dire que l'indépendance, pour nous, nécessite une imagination phénoménale. Et c'est ça qui fait aussi que nous prenons du temps avant de pouvoir l'obtenir et même de la vouloir. C'est pour ça que beaucoup d'Antillais sont contre. C'est parce qu'ils ne peuvent pas imaginer ce monde-là. C'est difficile et c'est normal. Donc ça demande une imagination et une libération mentale de tout ce qu'on nous a toujours appris. Ce qui est très long et progressif. Donc ne nous jugez pas. Donc on nous parle souvent de retard. On est en retard. Mais moi j'ai envie de vous dire, et si ce retard-là, parce que c'est vrai, on n'a pas pris notre indépendance dans les années 60-70, là où il y avait une décolonisation internationale, c'était peut-être le moment rêvé. Mais si on ne pouvait pas plutôt regarder ce retard comme un atout, nous pouvons prendre leçon des indépendances qui ont été perpétuées. Il y a eu beaucoup de cas d'indépendance ratés. Je ne juge pas quand je dis ça, mais c'est la vérité. Des indépendances où finalement les nouveaux États indépendants sont tombés dans le néocolonialisme. Est-ce que les pays d'Afrique qui ont tenu leur indépendance sont vraiment indépendants? Vous le savez que non. Vous le savez que non. Donc c'est ça aussi. Aujourd'hui, nous avons du retard. Prenons ce retard comme un atout. Acceptons de voir le verre à moitié plein et de se dire on a du retard, mais ce retard, on va en profiter pour prendre leçon de ce qui s'est passé avec les autres. Prendre leçon de nos frères africains, de nos frères arabes, ceux qui ont combattu en Algérie, au Maroc, ceux qui ont combattu au Cameroun, au Congo, ceux qui ont combattu, ceux qui ont fait en sorte d'essayer d'être indépendants et qui aujourd'hui sont encore sous le joug du néocolonialisme, de l'impérialisme. Par exemple aussi, on nous montre l'exemple d'Haïti. Haïti a échoué, Haïti est pauvre. Mais Haïti est pauvre pourquoi? Haïti est pauvre parce qu'à son indépendance, elle a dû payer le prix de la double peine, le prix de la double dette. On lui a imposé une dette qui l'étrangle jusqu'au cou, une dette qui l'empêche de vivre pleinement sa vie de nouvel État indépendant. Donc c'est ça aussi. Avec notre retard, nous avons ce recul. Nous savons ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous savons ce qu'il ne faudra pas signer. Nous savons. Je vous mets un article, puisque vous ne nous croyez jamais, qui dit « La double dette de l'indépendance, celle envers l'État français pour indemniser les anciens colons et celle auprès des banquiers parisiens. De l'avis des historiens, le paiement de cette double dette, sans en être la seule cause, aura pesé très lourd dans la situation catastrophique de l'île. » Et les indépendances en papier en Afrique sont aussi très très importantes, c'est-à-dire vous êtes indépendant, mais en fait, nous on fait toujours votre monnaie, on vient toujours piller vos richesses, et puis on choisit qui sont vos gouvernants. Voilà. Donc apprenons de nos frères, apprenons de l'histoire. Si ce retard semblait avant être une tare, aujourd'hui, ce retard est un atout pour nous. Maintenant, j'aimerais passer sur un sujet important, un peu historique. Sachez que nos anciens n'ont pas rien fait. Il y a eu des combats pour l'indépendance. Peut-être que vous ne l'avez pas appris à l'école. Nous ferons des vidéos spéciales sur l'histoire.
mais j'ai envie de vous faire un bref rappel pour que vous ayez conscience, vous en tant qu'Antillais, mais aussi vous en tant qu'Africains, Arabes ou Français qui pensez que les Antillais n'ont jamais rien fait pour l'indépendance. C'est faux, il y a eu des mouvements. Traditionnellement, dans les années 60, 70, 80, on considère qu'il y a 3 types de personnes dans la politique, en Martinique et en Guadeloupe. Il y a les indépendantistes qui veulent quitter la France, devenir un État indépendant et souverain. Il y a les autonomistes qui veulent rester avec la France, mais acquérir un statut où nous pourrons nous-mêmes faire nos lois, avoir un certain pouvoir et pouvoir avoir cette différenciation avec la France pour pouvoir prendre des mesures plus adaptées à nos spécificités locales. Et enfin, les départementalistes qui sont pour devenir totalement département français, appartenir à la France. En Martinique, il y aura notamment le Parti progressif martiniquais, mené par Césaire, plutôt autonomiste. On aura le Parti communiste martiniquais. On aura le mouvement indépendantiste martiniquais, avec notamment Alfred Marie-Jeanne, que vous connaissez. Ce mouvement a été dissous en 2019 suite à des problèmes financiers et une certaine guerre fratricide entre différents protagonistes. Je n'ai pas m'attarder dessus. D'ailleurs, les dissidents ont créé le IEMO, Informer, Éduquer, Mobiliser et Organiser. Il y aura les départementalismes. Pour l'histoire, rappelez-vous qu'en 1981, Césaire avait fait un moratoire sur la question de l'autonomie, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, cette question du statut, on verra plus tard. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu le background, les différents partis qu'il y a eu en Martinique. En Guadeloupe, pareil, dans les années 60, contexte de décolonisation internationale, va naître en 1963 le GONG, c'est-à-dire le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe. Il y aura aussi l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, et il y aura aussi des partis indépendantistes qui vont prôner l'action violence, car l'action violente, ils vont penser que la violence est nécessaire dans ce combat, parce qu'en effet, ils voient autour d'eux ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Algérie, donc effectivement, ils comprennent que dans ce combat, la violence peut être légitime. Donc il y aura notamment le groupe de libération armée, et en septembre 1980, il y aura une série d'attentats en Guadeloupe opérés par le groupe de libération armée. Il y aura des dégâts notamment sur l'aéroport du Rézet, sur la marina et les grandes surfaces. Il y aura notamment un mort. Ils s'en prennent au symbole de la présence française en Guadeloupe. Il y aura aussi le mouvement pour la Guadeloupe indépendante, et en 2009, il y aura aussi, c'est une grève guadeloupéenne qui est plutôt une grève sociale par rapport au chômage, par rapport à la vie chère, par rapport aux revendications sociales, mais on entend quand même des chants, la Guadeloupe c'est en nous, la Guadeloupe c'est Patayo, vous connaissez ce chant, et on se demande s'il n'y a pas quand même une petite revendication, pas indépendantiste, mais coloré. Aussi, le FKNG prépare les fondations d'une gouvernance guadeloupéenne. Mais il y a un passage très important, c'est la création de l'Alliance révolutionnaire Caraïbe en novembre 1983. Ça, c'est une alliance qui est pour l'indépendance de la Martinique, de la Guadeloupe, tout ça. Et ils vont opérer des attentats simultanés un peu partout. En 1983, il y aura 16. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des attentats, hein. Je vous parle juste de l'histoire, d'accord? Je fais un récit là neutre, je ne vous dis pas faites ça. Mais je vous montre juste qu'il y a eu des combats qui se sont menés dans la violence, ça a existé. Donc ils vont faire 16 attentats qui vont être perpétrés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Paris. Il y aura notamment une bombe sous une voiture à la préfecture de Basse-Terre avec 20 blessés. Il y aura aussi les locaux de Radio Caraïbe. Au final, l'Alliance révolutionnaire Caraïbe sera dissoute par le ministre de l'époque parce qu'effectivement, ils vont dire que ça nuit à la sûreté et l'intégrité de l'État. Oui, c'était le but des attentats, justement. Mais on apprendra plus tard qu'en mai et juillet 1984, des négociations vont être entreprises avec l'État français et certains membres de l'Alliance Révolution Caraïbe par l'intermédiaire de Christian Charrière-Bournazel, dans le but justement d'obtenir un compromis sur cette situation et sur le statut de ces territoires. Mais ces négociations vont tomber à l'eau parce qu'en juillet 1984, il y aura un attentat entraînant la mort de 4 militants de l'UPLG. Et là, l'État français va dire « Ah bah non, on arrête les négociations parce que là, je ne comprends pas ce qui se passe, vous êtes en train de nous couillonner. » Enfin bref, ça a fait un caillotage, mais vous voyez que quand même ces attentats ont permis un début de négociation, ce qui est intéressant. Hein. Voilà. Mais au final, moi je ne suis pas en train de dire « Faites des attentats hein. », je vous parle de l'histoire. Mais finalement, si on regarde le gros problème de ces combats-là, un des gros problèmes, c'était clairement qu'on leur arguait à ces militants indépendantistes que leurs revendications ne sont que minoritaires. Vous êtes minoritaire, la majorité veut rester avec la France, ce qui questionne forcément la légitimité. En effet, si on a une minorité de gens très très convaincus, qui fait beaucoup d'actions, qui est prête à tout, c'est bien, mais si en fait la majorité n'est pas d'accord, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça que c'est important de convaincre la population. Même s'il est vrai qu'il y avait quand même une petite majorité de gens qui soutenaient secrètement, qui étaient en cavale par exemple, il fallait bien survivre, donc il y a quand même une part qui soutenait, mais c'était pas assez ostentatoire pour qu'on se dise ces actions sont légitimes. Donc il y a le problème du nombre qui est important. Dans le combat indépendantiste, c'est important qu'il y ait consensus. Il faut que le peuple dise limite d'une même voix, même si évidemment jamais tout le monde ne sera d'accord, mais si les indépendantistes restent une minorité, eh bien rien ne se passera. Et c'est bien normal, là-dessus je suis d'accord, il faut que ce soit une volonté collective. La population était victime d'une propagande apocalyptique.
C'est-à-dire qu'on leur disait, mais l'indépendance, ça va mal se passer pour vous, mais l'indépendance, c'est très grave, vous allez mourir. Donc finalement, on a institué un véritable phénomène de peur de l'indépendance. Justement, je vais faire une partie sur la peur de l'indépendance, et je vais vous expliquer pourquoi cette peur est légitime. Tout d'abord, cette peur est normale. Si vous avez peur de l'indépendance, félicitations, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de normal et d'équilibré. Je trouverais beaucoup plus inquiétant un indépendantiste qui me dit « Ah non, moi j'ai pas du tout peur de l'indépendance ». Ce serait inquiétant et irresponsable et inconscient. On ne s'est jamais connu sans la France. La naissance de notre peuple a été perpétuée dans la servitude, sous la tutelle de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous demande un effort d'imagination très important. De plus, notre population a été biberonnée à des discours apocalyptiques par rapport à l'indépendance. Je prends l'exemple d'un candidat socialiste aux élections législatives en 1973 en Guadeloupe qui disait « Ceux qui revendiquent aujourd'hui pour la Guadeloupe l'autonomie et l'indépendance sont des criminels qui de sang-froid envisagent de faire perdre à nos compatriotes les avantages sociaux incontestables et tout le bénéfice qu'ils tirent de la solidarité nationale en même temps que les garanties de leur liberté fondamentale. » Donc vous voyez, en fait, là, il essaye de faire peur aux gens en leur disant « Vous allez perdre vos aides ». Et les aides, je vous en ai déjà parlé, c'est une solidarité nationale, rien ne nous empêche d'opérer le même système. Et en plus, là, il parle de liberté fondamentale comme s'il n'y avait que le pays français, l'État français, qui pouvait nous permettre d'exercer des libertés fondamentales. C'est faux. Il faut arrêter, nous pouvons tout à fait reconnaître des libertés fondamentales, interdire la peine de mort, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on quitte la France qu'on va arriver dans un état de sauvage, en fait. On peut tout à fait reconnaître des droits, des devoirs, un système, et peut-être un système même meilleur que celui dans lequel nous sommes. Donc en fait, la grande mission des indépendantistes, des militants indépendantistes, c'est qu'ils doivent convaincre le peuple. C'est pas l'État français. L'État français, vous n'allez jamais le convaincre. Il va jamais vous dire « Ah bah oui, je suis pour l'indépendance ». Mais c'est le peuple martiniquais et guadeloupéen qu'il faut convaincre. Si vous arrivez à convaincre la majorité, cette majorité pourra faire monter sa volonté et l'État français ne pourra pas lutter éternellement. C'est ça, parce que nous pourrons aussi mobiliser la communauté internationale. Mais si vous n'arrivez pas à convaincre votre propre peuple, le combat est vain. Vain. Ça veut dire que vraiment, je le dis, si vous êtes indépendantiste et que vous êtes très à fond dans la cause, que là vous êtes prêt à aller vous battre, à mourir pour la Martinique, ça ne sert à rien si vous êtes tout seul, ou si vous êtes 5, ou si vous êtes 10 ou 50. Il faut que ce soit un mouvement de masse, sinon rien ne se passera. Ce ne sera pas légitime, ce ne sera pas démocratique, et c'est la vérité. Et là-dessus, je suis d'accord. Si la majorité est contre, il n'y aura pas d'indépendance. Donc il faut convaincre de deux choses. Il faut convaincre le peuple qu'actuellement, avec la France, ça va mal. Bon bah là, c'est peut-être pas trop difficile. Il faut montrer qu'on est sous la domination, qu'on a le problème du chlordécone qui démontre bien qu'en réalité les intérêts économiques passent avant nos intérêts de la santé, le problème des béquets, le problème que tout n'est pas adapté à nous, enfin il y a plein de choses en fait qu'on pourrait mettre en place dans nos territoires qui ne sont pas faites. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut convaincre le peuple qu'avec l'indépendance, ce sera mieux. Et là, je suis désolée, mais c'est quelque chose qui n'a pas été démontré. Là, je vais passer sur un point important. Il est nécessaire, fondamental, vital, de préparer l'après. Parce que l'indépendance n'est pas une fin en soi, c'est un début. Et ça, c'est là que je me distingue de beaucoup d'indépendantistes et que peut-être certains d'entre eux diront que je ne suis pas vraiment indépendantiste. Mais pour moi, on ne peut pas convaincre le peuple avec une simple idéologie dénuée de concret. On ne peut pas leur dire « venez avec nous, on se bat pour l'indépendance ». Ça ne veut rien dire. Parce qu'on est dans un monde où chacun cherche à survivre pour lui. Chacun se pose des questions très pragmatiques, très concrètes par rapport à sa réalité à lui. Et si vous n'arrivez pas, en tant qu'activiste, en tant que militant indépendantiste, à répondre à chacune de ces interrogations, vous n'arriverez à convaincre personne. On ne gagnerait pas cette course avec une simple idéologie, large et sans détail et sans concret. On ne peut pas se permettre de dire aux gens qui ont peur « Vous inquiétez pas, on verra après une fois qu'on sera libre. L'important c'est d'être libre. » C'est faux. Le système est à créer dès maintenant. Vous voulez être indépendant? Mais pour aller où? Parce que si c'est pour être indépendant et copier tout ce que fait la France, faire un copier-coller de tout le système français, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'on se mette d'accord avant sur certaines choses. C'est-à-dire qu'il faut aussi tout repenser, tout décoloniser, absolument tout, même ce qui vous paraît évident. Par exemple, la démocratie. Est-ce que le système démocratique, c'est vraiment ce qui est adapté à notre peuple? Est-ce que la royauté, ce serait peut-être pas mal? L'oligarchie, je sais pas. Alors, il y a beaucoup de chances qu'on reste sur la démocratie, évidemment, mais il faut se poser la question, il faut décoloniser ces sujets-là. Est-ce qu'on instaure une république, une royauté, un système parlementaire? Est-ce qu'on garde le système de la police, des prisons, ou est-ce qu'on abolit ça?
Est-ce qu'on rentre dans un système capitalisme ou communiste, en sachant quand même que c'est la société hyper-capitaliste qui a conduit à la traite négrière et qui a conduit notamment à la continuité de l'usage du chlordécone. Voilà, c'est pour des raisons économiques. Donc je pense que le capitalisme, il faut vraiment, vraiment remettre en question cela. Est-ce qu'on aura une constitution, un code civil, ou est-ce qu'on marchera à la coutume? Parce que moi, je vous le dis, je suis indépendantiste, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que demain, on fait un État indépendant martiniquais, et dans cet État indépendant martiniquais, on rétablit la peine de mort. Moi, je ne me revendiquerai pas de cet État. Je refuse d'habiter dans un État comme ça. Donc ça, je vous le dis, c'est des choses qu'il faut préparer avant. Vous voulez être indépendant, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez mettre après? Ça, c'est nécessaire. Sinon, il n'y a pas de projet politique. Sinon, c'est du vent et des idéaux. Il est nécessaire de rassurer tous les cas de personnes. Par exemple, je vais parler des fonctionnaires. Martinique et en Guadeloupe, ce sont des régions très fonctionnalisées. Il y a énormément de fonctionnaires. Par exemple, les chiffres en 2015, j'ai vu ça dans un article. Je vous le mets en barre d'infos. Et ce n'est pas un hasard. Le fonctionnariat, ça a été une stratégie coloniale. C'est comme le bumidum ou la fuite des cerveaux. C'est pour affaiblir les revendications indépendantistes que dans un premier temps, on a fait en sorte de faire partir les Martiniquais et les Guadeloupéens en métropole pour faire leurs études ou en leur promettant des travails, souvent dans le fonctionnariat. Donc, c'est ça, c'est-à-dire affaiblir les revendications indépendantisme sur le court terme, c'est-à-dire effectivement, ces gens-là quittent le territoire, donc physiquement, ils ne sont plus là. C'est pas comme aujourd'hui où il y a vraiment du lien avec les moyens de télécommunication. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une fracture, il y a moins de gens pour faire la révolution, clairement. Et aussi sur le long terme, c'est-à-dire que finalement, ces gens-là vont peut-être rester vivre en France, mais aussi ces gens-là qui sont fonctionnaires et que je respecte. Il n'y a pas de souci, je vous aime bien les fonctionnaires, j'en ai plein dans ma famille. Fonctionnaire, il a peur de l'indépendance. Pourquoi? Parce que son moyen de subsistance, ses revenus proviennent directement de l'État que les indépendantistes entendent combattre, quitter. Eux, leur vie dépend de l'État. On dit, il y a une culture du fonctionnariat aux Antilles. Les gens vont souvent vers le fonctionnariat parce qu'il y a beaucoup de confort et d'avantages. Il y a une sûreté de l'emploi. Vous avez un emploi, il restera cet emploi. Vous avez des congés bonifiés. Enfin, il y a plein de choses qui font que souvent, même les parents qui sont fonctionnaires vont inciter leurs enfants à l'être. Tu sais pas quoi faire, va vers le fonctionnaire, va vers le social. Tu vois, j'ai énormément d'amis qui sont fonctionnaires. Et quand je leur demande comment tu as voulu faire ce métier, c'est toujours je fais comme ma mère, c'est le même métier que ma mère. Tu vois, ça questionne aussi notre liberté. Est-ce que c'est un choix vraiment d'être fonctionnaire ou est-ce que c'est une continuité qu'on a? Parce que c'est dans notre ADN, on nous a initiés à être fonctionnaire. Et c'est pas anodin. Il y a une stratégie coloniale derrière, évidemment. Donc il faut rassurer ces fonctionnaires. Les fonctionnaires, vous devez comprendre qu'en cas d'indépendance, vous serez certainement les mieux lotis. Pourquoi? Parce que les fonctions que vous occupez, en général, c'est des fonctions dans les services publics, dans des établissements publics, des fonctions qui servent l'intérêt général, des fonctions qui sont importantes, nécessaires pour tout État. Et en réalité, dans le cas d'indépendance, on aura besoin de ce même genre de métier. Ça aura peut-être pas exactement la même appellation, mais on aura besoin de vous. C'est une réalité. Vous travaillez pour un service public, donc il y aura ce glissement qui se fera. Vous êtes professeur, vous êtes fonctionnaire. Dans un État indépendant martiniquais ou guadeloupéen, on aura besoin d'une éducation, d'un mode de transmission, d'école, de professeurs. Et vous serez en première ligne. Vous serez justement ceux qu'on va le plus écouter. C'est vous êtes le pilier même en fait. Parce qu'en réalité, vous avez vécu votre expérience avec la France en tant que professeur. Je donne l'exemple des professeurs, mais ça marche pour tous les métiers fonctionnaires. Ça fait 40 ans que vous êtes professeur. On sait que les professeurs en France, ils ont beaucoup de revendications par rapport au budget, par rapport aux conditions d'exercice. Tout ça, c'est un vécu que vous avez que nous n'aurons pas. Moi, par exemple, je ne suis pas professeur. Je ne peux pas savoir ce qu'une classe a besoin. Mais vous le savez. Donc, dans un cas où on devient indépendant, c'est vous qu'on va consulter pour vous dire qu'est-ce que vous attendez de votre métier, qu'est-ce que vous voulez de différent par rapport à la France, qu'est-ce que vous voulez de pareil. Voilà. Et ce sera vous qui serez au cœur de ce truc-là. Ce sera à vous de définir comment on va apprendre à nos enfants l'histoire. Alors, il y aura un changement des programmes, ça c'est évident, mais même peut-être un changement dans la façon d'apprendre. Est-ce qu'on garde un système de classe? Les fonctionnaires, vous êtes le pilier de l'indépendance. Et ça, le problème, c'est qu'on vous fait croire qu'au contraire, vous allez tout perdre. Mais vous pouvez tout gagner et justement contribuer par votre expérience qui vous est propre à un nouveau système qui sera meilleur. Deuxièmement, il faut rassurer les Antillais qui vivent en France. Déjà, il y a les Antillais de France qui ont grandi là-bas. Et ces Antillais de France, il faut réussir à gonfler ce sentiment d'appartenance et de légitimité par rapport à nos territoires. Parce que ces Antillais de France, ils sont nombreux et ils sont importants pour la cohésion et la constitution d'un peuple et les revendications. Donc c'est important de créer du lien entre les deux et de leur donner confiance pour qu'ils puissent avoir envie de s'intéresser à la culture et de venir y vivre et de venir contribuer.
Et il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément des Antillais qui ont grandi en France, mais des Antillais qui vivent en France pour X raisons, et qui voudront peut-être rester en France. Et bien, il faut aussi les rassurer, parce que souvent les gens qui sont contre, ils te disent, mais non, mais c'est parce que moi j'ai ma femme et mes enfants qui sont français, qui sont blancs, moi j'habite en France. Mais en fait, l'indépendance, ça ne veut pas dire catastrophe, tous les Antillais seront obligés de vivre en Martinique et en Guadeloupe. À ce que je sache, tous les Français ne vivent pas en France. Il y en a qui vivent au Canada, à Dubaï, ou je sais pas où. En fait, vous êtes libre. La liberté, c'est le principe fondamental que nous allons, enfin en tout cas je l'espère, garder. On n'a pas dit qu'on allait instaurer une dictature. Donc en réalité, tu veux vivre en France, tu pourras continuer à vivre en France. De la même manière que tu vis au Canada ou je ne sais où. Et enfin, il faut rassurer aussi les Français qui vivent chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des Blancs qui vivent aux Antilles, qui se sentent, qui veulent rester vivre aux Antilles en fait, qui aiment bien, qui respectent, qui ne sont pas forcément des colonisateurs. Et qui, eux, ont peur de l'indépendance parce qu'ils se disent, mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir voilà, mais en fait, vous pourrez rester, enfin, on ne va pas vous chasser. Voilà, et on peut être blanc et être martiniquais et guadeloupéen, bien sûr. Ça, c'est un faux problème. Donc, vous pourrez rester. Alors, vous resterez soit en choisissant la nouvelle nationalité, qui est la nationalité guadeloupéenne ou martiniquaise, ou soit en restant français et en vivant comme un étranger. Enfin, en fait, des fois, j'ai l'impression que ce qui bloque pour l'indépendance, c'est des faux problèmes. C'est vraiment des choses assez... Enfin, vraiment, il y a des solutions, en fait. Enfin, faut pas... On ne vit pas dans un monde manichéen où il y aura un basculement totalement imprévisible et extrêmement choquant. En fait, prenons problème par problème, réfléchissons. Il n'y a rien qui vraiment fondamentalement nous empêche, quoi. Il faut rassurer ceux qui travaillent pour les béquets. Alors, on ne peut pas le nier, les béquets, c'est un employeur très important au niveau du monde ultramarin. Voilà, et... Personnellement, je respecte et je ne juge personne. Si vous travaillez pour les béquets, moi, j'ai pas de problème avec vous. Hein. Je comprends tout à fait. Je respecte tous ceux qui n'ont pas le choix parce que je sais que c'est pas facile. D'ailleurs, beaucoup ont des convictions, pas forcément indépendantistes, mais pour la justice, contre le chlordécone, etc. Mais travaillent pour les béquets parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est la réalité économique. On vit dans un système où on travaille soit pour l'État français, soit pour les béquets, pour beaucoup de gens. La petite dame qui travaille au carrefour de Génipa parce que voilà, elle a ses enfants à nourrir, elle a peut-être pas énormément de diplômes, elle peut pas faire grand chose, voilà, elle a construit son petit monde, elle a son salaire qui tombe tous les mois, elle fait comme elle peut. Moi, cette dame, je la respecte et je l'admire pour son courage et c'est comme si c'était ma mère, c'est comme si c'était ma tante, femme, homme, que quand vous êtes dans cette situation-là, moi je vous respecte. Voilà, je n'ai pas de souci avec vous. Par contre, quand vous avez le choix et que vous choisissez de travailler pour les béquets, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en 2020, à l'heure où aujourd'hui les informations se diffusent, où tu ne peux pas être martiniquais et guadeloupéen et ignorer le problème du chlordécone, ses causes, qui est responsable, etc., ou même la domination ou l'histoire, faire le choix délibéré, en connaissance de cause, j'insiste sur en connaissance de cause parce que parfois, on croit que c'est pas béquet et en fait c'est béquet, mais faire le choix délibéré et en connaissance de cause, de travailler avec ou pour les béquets, c'est politique, c'est pas neutre. Parce que sur cette question, on ne peut pas se permettre d'être neutre. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Enrichir le béquet par votre talent, votre compétence ou votre argent, aujourd'hui, si vous l'avez choisi, c'est pas neutre. Parce que dans ce système injuste qui broie notre peuple, être neutre, c'est déjà être pour ce système. Parce que quand vous collaborez avec les béquets en connaissance de cause, cela signifie deux possibilités. Soit la première possibilité, vous crachez littéralement à la gueule de tous ceux qui combattent aujourd'hui pour la justice de votre pays, pour la justice, pour la santé, pour les réparations. Deuxième possibilité, c'est pas que vous êtes contre et que vous crachez à leur gueule, mais c'est que vous vous en fichez. Et honnêtement, entre les deux, je ne sais pas ce qui est le pire. Et en fait, dans ce système où beaucoup travaillent pour les béquets et ont peut-être peur, eh bien, ça renforce l'idée qu'il faut absolument développer des alternatives. Et ça, je le dis dans toutes mes vidéos. C'est très progressif, évidemment, parce que pour faire basculer un système béquet, c'est très compliqué. Il faut créer un système local. En tant que consommateur, tout d'abord, en consommant localement, en consommant chez les petits entrepreneurs de chez vous, vous augmentez la demande. La demande fait qu'ils vont augmenter leur production. Ils vont augmenter leur production. Ils auront besoin de plus de main-d'œuvre. Ils vont ouvrir plus d'emplois. Ces emplois permettront à des gens qui travaillent actuellement pour les béquets de venir travailler pour des locaux. Bien sûr, ça va se faire sur des décennies. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. On est dans un système colonial injuste qui est à démanteler bout par bout. C'est très long, il faut garder foi, il faut garder confiance, mais il va falloir par des petites actions. Et je vous le dis en tant que consommateur, quand vous consommez local, vous êtes en train de libérer un de vos frères qui travaille pour le béquet. Moi, j'envoie une pensée et un amour à tous ceux qui travaillent pour les béquets parce que je sais que c'est pas facile, parce que vous avez peut-être parfois, alors il y en a qui s'en foutent, hein, mais parfois vous avez ce truc de
je peux pas quitter mon boulot et en même temps je travaille pour celui qui a fait ça, c'est compliqué, je me sens pas à l'aise. Donc moi je vous soutiens dans ça et je vous encourage et ce système sera long à démanteler. Et d'ailleurs c'est là aussi que je rejoins la question de la temporalité. Il faut pas se dire que nous verrons le fruit de notre travail, de notre vivant. Ça veut dire qu'il faut accepter peut-être que l'indépendance arrivera après notre mort ou que juste la justice ou l'émancipation de ce système colonial arrivera après notre mort. Il ne faut pas être pressé par l'idée de marquer l'histoire. Moi, quand je fais ce travail avec vous, où je vous dis qu'il faudrait faire ça, je sais très bien que les résultats de ce qu'on fait là, ce seront nos enfants, nos petits-enfants qui les verront. Mais c'est pas parce que nous, on les verra pas directement qu'il faut pas le faire en fait. Enfin, il y a une autre peur très importante, c'est la peur et la méfiance des politiciens. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire oui, les politiciens locaux, il y en a beaucoup qui ont trahi, il y en a beaucoup qui servent à rien, il y en a beaucoup qui ont fait silence sur le chlordécone pendant des années, la confiance est brisée. Donc c'est normal que les gens ils aient peur de l'indépendance parce que clairement on est indépendant, ok, et on met qui au pouvoir? En qui vous avez confiance? Moi, je vous le dis très clairement, il n'y a personne que je mets au pouvoir là actuellement, hein. Voilà. En plus, on a ces exemples de mouvements indépendantistes qui se sont déchirés entre eux, qui n'étaient pas d'accord. Voilà, donc ça peut faire peur aussi. Être indépendant, mais pour mettre des gens bancals au pouvoir, effectivement, je peux comprendre qu'on soit contre. Donc il faut qu'il y ait ce nécessaire renouvellement politique. Et ça, ce renouvellement politique, ce sera nos enfants. Ce ne sera pas moi ou autre, ce sera nos enfants. Parce que nos enfants, ils auront été veillés à notre histoire, notre culture, et il faut qu'on les élève sans avoir cette peur, très présente de l'indépendance pour qu'ils puissent être libres d'imaginer et libres de créer. Et surtout, rappelez-vous qu'il n'y a pas de personne providentielle, qu'il n'y a pas de héros, n'érigez personne en héros. Il faut que vous-même, vous deveniez acteur du changement à votre échelle par les actions que vous pouvez faire dans votre domaine avec vos compétences. Une autre peur importante, c'est l'idée que de toute façon, nous ne sommes pas prêts pour l'indépendance. C'est-à-dire que c'est très paradoxal. D'un côté, on a des gens qui disent l'indépendance c'est bien, mais il fallait la prendre avant. On était prêt avant, mais on l'a pas pris. Et là, des gens qui disent l'indépendance, on n'est pas prêt. En fait, ça fait plus de 50 ans qu'on nous répète ça, donc à un moment donné, il faudrait se demander ce que ça veut dire être prêt. Je reprends les propos de Luc Reynette, qui est indépendantiste guadeloupéen, et qui dit que la question « êtes-vous prêt ?» ça lui rappelle quand on demandait aux esclaves s'ils sont prêts pour être libres. Un esclave est toujours prêt pour la liberté. C'est vrai qu'à l'époque, la question de la liberté des esclaves se posait. Les Occidentaux, les Européens, les Français se disaient « oui, mais là, ils ne sont pas prêts encore à la liberté, faut plutôt une période de transition. » C'est quand même terrible. Les gens sont esclaves, on leur dit « on va plutôt mettre une période de transition pour vous acclimater à la liberté parce que vous n'êtes pas prêts. » C'est ridicule. Aujourd'hui, ça nous paraît ridicule parce qu'on sait que la liberté, c'est fondamental. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas admis que l'indépendance était fondamentale, on se dit « bah oui, c'est logique, on n'est pas prêt. » Donc on n'est pas prêt, en fait, si on se répète ça et qu'on ne fait rien pour être prêt, oui, on ne sera jamais prêt. Mais la question, c'est est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on le peut et est-ce qu'on se donne les moyens pour l'avoir? Par des petites actions, par des grandes actions, c'est un continuum en fait. Pour être prêt, la première chose à faire, oui, c'est déjà de convaincre le peuple, ce qui n'est pas encore gagné. Mais en réalité, il y a un paradoxe, c'est qu'on dit qu'on n'est pas prêt, et pourtant, on a quand même le président de la collectivité territoriale de Martinique, qui est Monsieur Alfred Marie-Jeanne, qui est indépendantiste. Alors, il est vrai que le fait qu'il soit encore dans le paysage politique martiniquais, c'est qu'en réalité, c'est un homme charismatique, théâtral, où les gens sont très très attachés à sa personne, ont confiance en lui, aiment le voir, et en fait, c'est plus un culte de la personne, puisque finalement, on l'élit au-delà de son programme, on les lit parce qu'on l'aime bien. Enfin, moi je suis pas dedans, hein, mais voilà. Et en réalité, aujourd'hui, il n'est plus vraiment indépendantiste. D'ailleurs, qu'a-t-il fait pour l'indépendance? On se pose la question. C'est d'ailleurs pour ça que certains de ses anciens camarades l'ont quitté et se sont disputés avec lui. C'est parce que clairement, aujourd'hui, le mec est pépère, quoi. Il n'est plus indépendantiste. Mais le fait qu'on vote quand même sur le papier pour un parti indépendantiste, ça veut dire qu'il y a quand même une idée où on n'est pas totalement opposé. Vous voyez, il y a quelque chose de paradoxal. Si on était vraiment contre l'indépendance, on ne voterait pas pour un parti indépendantiste. Quelqu'un qui se revendique indépendantiste, même si dans les faits, il ne l'est pas. Et pareil, en Guadeloupe, les gens sont quand même, je l'ai remarqué, je discute beaucoup avec les Guadeloupéens, les gens sont attachés au mouvement indépendantiste. Même s'ils ne sont pas forcément indépendants, je pense qu'on s'habitue à l'existence de ces mouvements, à ces figures-là, on y est attaché, on les respecte, et on sait qu'en vrai, peut-être ils ont raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont contre, hein, mais il y a des gens qui se disent, bah oui, mais je comprends pourquoi ils sont pour l'indépendance, et moi aussi je suis un peu d'accord, même si j'ai peur. C'est-à-dire que c'est pas si radical que ça. Les gens disent souvent, non mais vous inquiétez pas, les indépendantistes, ils sont que 4%. Ils sont que 4% peut-être à être à fond, mais il y a des gens qui sont pas totalement pour, pas totalement contre, et qui en tout cas, s'ils sont contre, ne savent même pas pourquoi ils sont contre. Aujourd'hui, il y a aussi un autre frein à l'indépendance, c'est qu'aujourd'hui, on a cet espoir d'ascension sociale. On pense qu'on pourra arriver en haut. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, Martiniquais, Guadeloupéens, on sait qu'on peut réussir une carrière quelque part.
Et le problème, c'est que ces gens-là, on leur demande parfois de faire un choix entre une carrière brillante qu'ils auraient pu faire et une vie politique avec des risques et se battre pour l'indépendance. À l'époque, les anciens y allaient, ils se sacrifiaient. Ils se sacrifiaient parce que déjà, il y avait un contexte décolonial international qui les poussait dans ce mouvement-là, un sentiment d'injustice, et puis ils vivaient beaucoup moins bien qu'aujourd'hui aussi, ils avaient beaucoup moins de rêves et de possibilités, donc beaucoup moins de risques à prendre par rapport à leur carrière, et aussi, parfois, ils étaient témoins de choses très traumatisantes. Je pense à mai 67 en Guadeloupe, où il y a une grève sociale, un mouvement social, et où les forces de l'ordre tirent sur la foule comme sur des lapins. Ce sera un mystère pendant l'histoire, on ne saura jamais combien de morts, combien de disparus, mais ça a été traumatisant pour beaucoup de Guadeloupéens de l'époque. Si vous parlez avec vos parents, avec vos anciens, vos grands-parents, vous verrez que ça a traumatisé des gens. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, peut-être adolescent, et vous assistez à cette scène où on tue devant vous, on tue à la balle des manifestants, je pense que ça fait que là, frère, tu te dis, ah, carrière ou pas carrière, là je me bats pour mon pays. Sauf que nous, notre génération, on a vécu des choses injustes, on a vu des choses injustes, mais pas à ce point traumatisantes. Et je dis pas que je souhaite qu'on tue des gens devant moi, hein, mais c'est pas ça que je dis, mais c'est qu'en fait, on n'a pas ce tel traumatisme. Le programme le plus traumatisant, en fait, c'est le chlordécone, sauf que le chlordécone, c'est très subtil, parce que c'est quelque chose qui se développe, les maladies qu'on va avoir, et les cancers, et la mort qui va arriver, les morts qui vont arriver à cause du chlordécone, ça se fait sur des décennies, c'est lent, c'est progressif, on ne voit pas directement un proche mourir du chlordécone. Et d'ailleurs, le lien de causalité entre le chlordécone et ça n'a été fait que très récemment, ça fait pas très longtemps qu'on sait qu'on nous a menti sur ça. Donc en fait, le traumatisme, il n'est pas assez violent pour que ma génération se dise « je suis prête à sacrifier carrière, rêve et espoir pour l'indépendance de mon pays ». C'est ça la réalité. Donc moi aujourd'hui, mon discours, il est très simple. Je ne demande pas aux gens de dire non à leur carrière et leurs possibilités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement utopiste de demander aux gens ça n'a pas de sens. Le but, ça va être essayer de les concilier. Moi, je pense que c'est possible de concilier vos rêves, vos aspirations et vos convictions. Mais il faut être stratégique. Mettez vos compétences, votre pouvoir économique, votre rayonnement, votre carrière au service de vos convictions. Ça peut passer par des petites choses. Tu es devenu un grand scientifique renommé, voilà, et bien essaye de te dire je vais consacrer une partie de mon temps gratuitement à la recherche pour la dépollution du chlordécone. Ça, c'est une action importante qui fait que là, tu es en train de concilier ta carrière, que tu as réussi, et tes convictions pour le pays. Il faut qu'on arrête d'être que égoïste, il faut qu'on aille vers le collectif, mais d'un autre côté, il ne faut pas croire que le collectif doit prendre le dessus sur les individualités. Parce que si chacun renonce à ses rêves et à ses carrières, on va avoir une génération de gens aigris qui ne vont pas accepter d'avoir sacrifié tout ça pour peut-être ne jamais voir le résultat. Donc moi, je vous invite à vivre vos vies, à vivre votre carrière, mais à les concilier au maximum avec vos convictions. Et c'est là que peut-être beaucoup d'indépendantistes ne seront pas d'accord avec moi, parce que pour eux, non, il faut y aller à fond, on n'a plus rien à perdre, nanana. Comment passer de l'idéologie au concret? Comment obtenir cette indépendance? Alors traditionnellement, il y a deux modes d'obtention de l'indépendance. Il y a par le sang et par le vote. Moi, je pense que ces deux modes-là sont inadaptés à nos territoires Martinique, Guadeloupe. Par le sang, il faut oublier ça. Pourquoi? Parce que, clairement, je vais vous poser une question. Qui est prêt, parmi vous, à sacrifier sa vie pour la Martinique ou pour la Guadeloupe? Qui est prêt à mourir pour la Martinique ou pour la Guadeloupe? Personne. Voilà. Bon. Ou alors, vous serez 3 ou 10. Il faut qu'on arrête, indépendantistes, de fantasmer sur les nègres marrons ou la révolution haïtienne. Nous ne sommes pas nègres marrons. Nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas Haïti. Les esclaves, les Africains qui se sont battus pour leur liberté, ou les Haïtiens qui se sont battus pour leur indépendance, eux, ils n'avaient rien à perdre. Leur vie était l'horreur, la terreur, l'asservissement. La violence, le viol, la peur. La mort, l'exécution, le travail forcé. Ils n'avaient rien à perdre. Donc combattre pour la liberté, combattre pour l'indépendance, c'était différent. Ils étaient animés par cette rage de vivre. Que nous, la différence, c'est que nous avons des choses à perdre. Très peu, hein, mais nous avons des choses. C'est-à-dire que l'État français nous donne tout juste assez de miettes pour qu'on ait peur de les perdre. On a tout juste assez de confort, tout juste assez de sécurité pour qu'on ait peur de les perdre. Et c'est pour ça qu'on n'ira pas au front. En tout cas, ils seront très peu à aller au front. Le vote, alors la question du vote, ça questionne quelque chose, puisque en effet, je pense, comme beaucoup de gens, que l'indépendance ne se demande pas, elle se prend. Et on peut se questionner aussi sur la légitimité du vote, parce que quand un vote est organisé, un référendum, il y a toujours des petites
des petites douilles. C'est-à-dire que déjà, on va peut-être changer les circonscriptions, faire un partage pour faire en sorte que les voix ne soient pas toutes comptées. On peut se poser la question aussi de qui vote. En Nouvelle-Calédonie, Kanaki, il y a eu là un référendum, le non à l'indépendance a gagné, et on voit que c'est la majorité de Caldoches, c'est-à-dire les descendants des colonisateurs, des métropolitains, qui ont voté pour le non, mais la majorité des Kanaks, qui sont les natifs de l'île, ont voté oui. Et on peut se poser la question, ah mais la légitimité, et d'ailleurs il y a des partis indépendantistes Kanaki qui refusent de participer à ce vote parce qu'elles trouvent que la légitimité du scrutin, la légitimité des électeurs n'est pas présente. Et la deuxième question, c'est aussi quand. C'est-à-dire, je vous le dis très franchement, si demain la France organise un référendum pour savoir si la Martinique veut être indépendante ou pas, je n'irai pas voter. Ce n'est pas à la France de choisir quand. Ça, c'est un moyen de nous douiller. C'est une façon de dire, vous choisissez maintenant, soit vous êtes prêts maintenant, soit vous serez prêts jamais. C'est à nous de dire, là on est prêt, on y va. C'est pas à la France de choisir. Mais en fait, il ne faut pas se faire avoir. Tu votes pour l'indépendance, vous êtes indépendant, mais il y aura une période de transition où en fait ils vont vous mettre des gouvernements provisoires et ils vont vraiment ingérer dans la politique du nouvel État et opérer un néocolonialisme. Donc il faut se méfier du vote. Le vote, c'est un moyen politique pour les États colonisateurs aussi, pour légitimer le non à l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent, ils financent les campagnes pour le non aussi, ils participent à la propagande apocalyptique par rapport à l'indépendance, ils choisissent le mode de scrutin, ils choisissent qui vote, quelle circonscription, etc. Ils choisissent quand les élections auront lieu, c'est-à-dire qu'en réalité, le vote, c'est pas forcément la voie royale. Donc moi, je suis pour finalement ce que j'appelle l'indépendance de fait. L'indépendance de fait, c'est simple. Il faut atteindre un idéal d'autarcie de fait. Et finalement, devenir indépendant sur le papier ne sera après qu'une formalité. C'est-à-dire, soyons déjà indépendants de nos modes de vie, et après, l'indépendance, elle viendra facilement. En fait, ce sera une évidence pour tout le monde. Il faut vivre en indépendant comme si nous l'étions déjà, par des actions quotidiennes et remettre en question notre mode de vie. Il faut déjà penser aussi à concrétiser le modèle d'après, qu'on va pouvoir opérer une fois que le pouvoir sera entre nos mains. Et ce qui est nécessaire, c'est d'utiliser le combat pour les réparations. C'est-à-dire le combat pour les réparations de l'esclavage doivent inclure cette question de la répartition du pouvoir et de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il va falloir négocier là le pouvoir. C'est ça qui est important. Il faut devenir assez puissant face à cet État. Et là, je vais citer Kant qui disait « Celui qui veut limiter la puissance de l'État doit avoir plus ou à tout le moins autant de force que celui qui sera limité. » Donc c'est ça, nous devons acquérir autant de force, autant de stabilité, autant de légitimité que l'État français pour pouvoir obtenir l'indépendance. Je cite également André Nkolomba qui dit que l'antagonisme existant entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intégrité territoriale des États peut être surmonté, dépassé sur la base du rapport de force entre le mouvement de libération d'un peuple et l'appareil d'État qui défend le maintien de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. C'est-à-dire sur la base de l'effectivité, soit au profit du mouvement de libération d'un peuple, situation assez rare, eu égard à la pratique internationale, soit au profit de l'appareil de l'État, situation la plus courante. C'est-à-dire que dans ce combat, il y aura toujours le mouvement de libération, Martinique ou Guadeloupe, et l'État français. Aujourd'hui, l'État français a le dessus sur tout. Mais le jour où il y aura à peu près cette égalité, là, on pourra questionner ce rapport et devenir indépendant sur le papier. Pour l'instant, on n'a pas ça encore, parce qu'on n'a pas encore convaincu notre population, ce qu'il faut faire. Première étape, convaincre les gens. Deuxième étape, préparer l'après, avec vraiment choisir quel système, quoi, qui mettra au... Participer aux différents combats de dépollution des sols, de réparation, c'est tout ça. C'est une partie qui va être peut-être un petit peu utopiste, vous allez dire, mais il faut un peu d'utopie parce que je pense que dans tous les combats politiques, il y a eu de l'utopie. Le jour où les femmes ont commencé à dire entre elles tenez, si on se battait pour le droit de vote, il devait certainement y avoir des hommes qui disent vous êtes utopiste, ça n'arrivera jamais. Et même le combat panafricain, ça peut être un combat utopiste en réalité. Comment les Africains vont pouvoir combattre un système impérialiste international? Et bien bizarrement, le combat panafricain, vous le prenez plus au sérieux que le combat indépendantiste chez nous. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Est-ce que pour vous, le militant, l'activiste africain est plus sérieux et plus légitime que nous? C'est bizarre. Ça, c'est encore une idée coloniale. Nous avons aussi le droit de revendiquer. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut être excité. Il ne faut pas voir forcément que la peur. C'est normal d'avoir peur, mais essayons de développer cette hâte et cette excitation de participer à ce mouvement de création. Création d'un nouveau système, création d'un nouveau État. Et encore, on peut questionner, est-ce qu'on garde la forme d'État? Il existe des sociétés sans État.
Est-ce qu'on garde un État unitaire comme la France ou est-ce qu'on crée un État fédéral? Ça pourrait être super intéressant. On peut aussi questionner l'union qu'on pourrait avoir entre différents territoires de la Caraïbe pour avoir plus de poids, du poids en termes de sécurité militaire ou contre les catastrophes naturelles comme j'en ai parlé, mais aussi pour être plus efficace, pour avoir une meilleure offre économique, commerciale, mais aussi étudiante. De la même manière que fonctionne l'Université des Antilles, vous avez certains domaines qui sont en Guadeloupe, d'autres en Martinique. Finalement, la coopération Martinique-Guadeloupe, pour moi, elle est évidente parce qu'il y a une complémentarité entre nos deux territoires. Nous avons un vécu similaire et en même temps nous avons des différences. Il y a cette culture de l'indépendantisme qui existe dans les deux, qui s'est manifestée différemment parfois, mais parfois il y a eu des alliances aussi. Et je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde sur plein de sujets. Par exemple, on pourrait imaginer un État fédéral martiniquais-guadeloupéen, c'est-à-dire des États-Unis de la Caraïbe, avec un gouvernement fédéral qui serait composé d'entités martiniquaises et guadeloupéennes qui prendraient des décisions pour les deux, mais aussi des gouvernements fédérés, un gouvernement en Martinique, un gouvernement en Guadeloupe, qui feront leurs propres lois, leur propre système, leur propre justice, mais juste quand il y a des questions qui s'entrechoquent, il y aurait ce gouvernement fédéral qui prendrait des grandes décisions, voilà. C'est un exemple, hein, voilà. Ou alors on pourrait aussi sinon faire, si on n'est pas prêt à une telle union, plutôt une organisation internationale, un petit peu comme l'Union européenne ou l'Union africaine, créer une union caribéenne où il y aurait une harmonisation des lois, des principes juridiques, des systèmes dans certains secteurs. Par exemple, en matière agricole, on va dire on va rester sur les mêmes prix, les mêmes trucs, ou énergétique. Et une ouverture des frontières avec par exemple la libre circulation des personnes de la Martinique à la Guadeloupe, une libre circulation des produits, un libre-échange. Enfin, voilà. Créer un passeport commun, par exemple, pour pouvoir voyager. Enfin, en fait, ça peut être très intéressant, mais je pense quand même que, par contre, l'union, c'est très bien, c'est une très bonne idée, ça m'excite énormément, cette idée, mais il faut par contre que chaque île se découvre d'abord dans sa propre souveraineté. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus se dire, on est indépendant, boum, on fusionne. Non, il faut que chacune, d'abord, vive sa souveraineté, c'est important pour l'histoire et pour savoir ce qu'on veut vraiment. Il faut se découvrir. Pour montrer que ça peut être excitant de créer un nouveau monde, de créer notre monde, notre territoire. Le combat pour l'indépendance, ça ne peut plus aujourd'hui être que de la conviction. Ça doit être de la conviction et de la compétence. Compétence, conviction. On aura besoin de toi, juriste, toi, fiscaliste, toi, scientifique, toi, agriculteur, toi, maçon, toi, professeur. On aura besoin de tout le monde pour ça, parce que ce sera votre avis, votre expertise qui permettra de créer quelque chose de bon. C'est pas bon que ce soit des énarques comme en France qui décident comment ça va se passer le monde agricole alors qu'ils y ont jamais mis les pieds. Moi je vous le dis, demain il faut négocier un truc sur la fiscalité, c'est pas moi que vous allez envoyer, j'y connais rien. C'est que pour qu'un État ne soit pas failli, pour qu'un État soit droit et puisse garantir à tout le monde une vie normale, il faut garantir la sécurité face à la guerre, face à l'asservissement, parce que devenir indépendant, ça veut dire aussi devenir la proie d'autres puissances. Il ne faudrait pas que les États-Unis viennent nous coloniser, quand même, ce serait stupide. Donc il faut se poser la question aussi, quel système on aura de défense? Est-ce qu'on instaure une armée, une police, ou est-ce qu'au contraire, nous, on veut abolir tous ces systèmes-là? Et peut-être qu'il y aura une période où le niveau de vie va baisser, mais est-ce que c'est si grave que ça? Puisqu'on ne vivra plus de la même façon. On ne vivra plus de la même façon, on ne consommera plus de la même façon. Donc, est-ce qu'on va vraiment en pâtir de ça? Est-ce que ça va vraiment nous déstabiliser, nous rendre malheureux? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce qu'on veut vivre à l'occidental? Est-ce qu'on veut créer notre propre mode de vie martiniquais ou guadeloupéen? On peut se questionner aussi sur notre relation avec la France pour après. Je pense que on n'est pas obligé d'être dans le conflit. Alors, il est évident que la France va pas, l'État français ne va pas dire « Ah oui, super, vous êtes indépendant, bravo !» Mais il faut peut-être pas... En fait, je pense que sur ce sujet, il faut ni être manichéen, en mode méchant, gentil, ça va forcément mal se passer, ça va forcément mal se passer, ni être utopiste en mode la France va nous prendre dans ses bras et être trop contente. Non. Mais je pense qu'il faudra garder des relations cordiales, mais ne pas être trop non plus familier, avoir des relations trop familières et amicales avec la France, parce qu'il y aura toujours ce risque de néocolonialisme, donc il faut garder ses distances. Mais il faudra toujours continuer les échanges avec la France, puisqu'on aura des ressortissants qui vivront en France, et de la même manière, des ressortissants français qui voudront rester aux Antilles. Et je précise que moi, c'est là encore que je dis que des indépendantistes vont me détester, mais je ne déteste pas la France. Je ne déteste pas la France. Et je distingue la population française de l'État français. La population française, la majorité, c'est-à-dire les gens normaux, la classe moyenne ou la classe populaire, la France rurale, je pense qu'ils ne seront pas farouchement contre notre indépendance. Si la majorité des Martiniquais et des Guadeloupéens dit un jour « nous voulons notre indépendance », ils ne vont pas aller manifester dans la rue contre, ils vont pas... Tu vois, ils s'en fichent en réalité. Ils s'en fichent et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient pour. Au vu de mes vidéos et des retours que j'ai de certains Français qui comprennent ce qu'on vit, ils ne seraient pas foncièrement contre. Les fachos, eux, seraient totalement pour, puisqu'ils seraient forcément pour l'indépendance, puisqu'ils n'arrêtent pas de nous dire « mais quittez la France, vous êtes nos boulets », donc eux, ils seraient pour. En fait, ceux qui seraient contre l'indépendance, ce seront
les gouvernants, voilà, ceux qui ont le pouvoir, les empires financiers, les béquets et tous ceux qui ont des intérêts économiques dans ces territoires et qui ont peur. Donc en réalité, c'est eux. Mais la France, les gens, les vrais gens que tu vois dans la rue, ils vont pas se mobiliser contre notre indépendance. Clairement, je ne déteste pas la France. En revanche, je m'oppose à toute forme de colonialisme, d'impérialisme et d'asservissement. Et tant que la France se comporte ainsi avec mon peuple, je ne pourrai l'aimer. Et là, on termine sur la question suivante. Est-ce que pour autant, malgré tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, est-ce que je suis une militante indépendantiste? Eh bien, la réponse c'est non. Je ne me considère pas comme une militante indépendantiste parce que je ne fais absolument rien pour convaincre les gens d'être indépendantistes. Je ne suis dans aucune organisation indépendantiste parce que déjà je ne suis pas au pays et puis il y en a certains, je m'en méfie aussi. Et je me retrouve pas forcément dans leur manière de faire aussi. Mes vidéos, je ne cherche pas dans mes vidéos à vous rendre indépendantiste. Je me considère en fait comme une vidéaste engagée. Et mes vidéos, ma chaîne YouTube est fondée sur la confiance que nous avons entre nous, vous et moi. Notre communauté est fondée sur la confiance et la transparence. C'est-à-dire que clairement, je ne fais pas des vidéos dans le but de vous rendre indépendantiste. Je peux me dire, là, je vais lancer des vidéos pour vous convaincre, mais j'aurai la transparence de vous le dire en début de vidéo et de vous dire « Bonjour, aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous convaincre de ça. » Je le ferai, même si ça peut paraître ridicule, je le ferai. Parce que je ne veux pas qu'après cette vidéo-là que vous avez vue, vous vous disiez « Ah, mais en fait, depuis le début des vidéos qu'elle fait, c'est pour nous manipuler, pour qu'on devienne indépendantiste. » Pas du tout. Ayez conscience que ma chaîne est utile. Peu importe que vous soyez indépendantiste ou départementaliste pour être avec la France ou autre. Elle vous sera utile. Connaître l'histoire et comprendre les combats politiques qui s'y passent, c'est utile que vous soyez indépendantiste ou pas. Comme je le dis, je ne suis pas indépendantiste à tout prix dans le sens où je ne supporterai pas qu'une fois indépendant, les gens nous disent « je regrette, je préférais quand on était avec la France ». C'est pour ça que c'est nécessaire de créer dès maintenant l'idée d'un nouveau système et d'avoir un plan concret. Par ailleurs, pour moi, le plus important, c'est la liberté. C'est-à-dire que je suis moi-même indépendantiste, mais si un jour, la population martiniquaise dit clairement à la majorité qu'elle refuse l'indépendance et que ce refus est un choix éclairé, c'est-à-dire en prenant tous les aboutissants et non pas un choix de la peur ou un choix de l'habitude, dans le sens où on a l'habitude d'être avec la France, donc on reste, là, je respecterai ce choix. C'est-à-dire que je suis pour la démocratie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est pour ça que je pense que tous les référendums qui ont eu avant, c'est des référendums de la peur, de l'habitude et que non, ils ne sont pas légitimes. Enfin, moi, je ne les prends pas pour acquis et la population peut changer d'avis. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos une étude qui a été réalisée qui démontre pourquoi parfois les Martiniquais ou les Guadeloupéens ont refusé ceci, cela, que ce soit l'autonomie ou autre. C'est parce qu'aussi les mouvements n'ont pas, les politiciens n'ont pas assez expliqué les tenants et aboutissants des questions qu'on posait à la population, parce qu'il y a de la peur, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Par ailleurs, comme vous le savez, j'ai créé une association qui s'appelle À Présent. Cette association n'est pas une association indépendantiste. Nous ne militons pas pour l'indépendance. Tout d'abord parce qu'effectivement, nous ne nous concentrons pas sur un seul territoire. Nous travaillons pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, etc. Et déjà, tout le monde n'est pas indépendantiste dedans. Voilà. Et nous n'imposons pas de choix. Nous accompagnons les volontés de chaque territoire. À présent, c'est une association qui vise à produire du mieux pour nos territoires. Parce qu'en fait, si vous voyez, là actuellement, on est dans un état qui n'est pas satisfaisant. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Soit, on essaye de militer pour avoir une égalité réelle avec la France et rester avec la France. Soit, on décide de militer pour avoir un statut plus autonomiste. Soit on décide de militer pour l'indépendance, en sachant que pour militer pour l'indépendance, on peut choisir de directement militer pour l'indépendance ou de passer d'abord par un système d'autonomie puis d'indépendance. Et nous, en fait, à présent, on se situe dans juste l'entre tout ça. C'est-à-dire qu'on ne milite pas pour l'un ou l'autre. On est entre ces niveaux-là. On essaie juste de produire du mieux. Et ce mieux, il sera utile autant aux indépendantistes qu'aux gens qui veulent rester avec la France. Et ça, il faut bien le comprendre. Je ne suis pas en train de militer pour l'indépendance. Là, c'est la seule vidéo de ma chaîne qui parle de l'indépendance parce qu'on me l'a demandé. Sachant que je ne dis pas que mon point de vue est la vérité et que vous devez le suivre. Je vous donne juste ce que je pense. Et je vous invite en commentaire à dire ce que vous pensez dans le respect, évidemment. Et bien sûr, j'espère que vous n'allez pas arrêter de me suivre parce que je vous ai dit que j'étais indépendantiste. Parce que, encore une fois, mon discours indépendantiste, ma volonté indépendantiste ne se laisse pas transparaître dans les vidéos. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de manipuler l'histoire pour des convictions indépendantistes. Je ne vous manipule pas
pour vous rendre indépendantiste. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie pour votre patience de m'avoir écouté. Si vous pouvez mettre un like si vous avez aimé et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour moi. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à passer sur ma page Utip pour faire un don si ça vous intéresse. Je la mets en barre d'infos. En barre d'infos, je vous mets plein de sources. Je vous mets des textes. Je vous mets aussi des vidéos, des archives. Je vous mets aussi des vidéos faites par des médias locaux sur des débats, sur l'indépendance qu'il y a eu, si ça vous intéresse de voir un peu quels étaient les arguments de chacun. Voilà. Et je vous embrasse.